J'ai choisi plutôt de cibler ce que je vais vous dire sur un facteur de transcription central qui est P53, protéine dont on a déjà parlé, protéine qui est absolument maîtresse, centrale, déterminante dans le développement et l'évolution des cancers, et probablement aussi une des protéines qui, du fait de cette implication dans les cancers, a été le plus étudiée et pour laquelle on connaît donc un très grand nombre de niveaux de régulation qu'on va passer en revue aujourd'hui. Au début des années 90, on découvre que P53 est massivement mutée dans les cancers. Elle est également perdue dans un certain nombre de lignées. Et on propose cette expression qui a fait la fortune de son auteur, que P53 soit le gardien du génome du fait de son rôle dans le contrôle du cycle cellulaire, dans le contrôle de la réparation et dans les effets anticancéreux. Le stress métabolique par le jeûne, on y reviendra aussi, la carence en aliments est un très très bon activateur de P53. La réponse la plus célèbre, la première qu'on ait vue, c'est effectivement l'autodestruction cellulaire, qu'on appelle également l'apoptose, qui a été évidemment l'un des facteurs les plus simples qui a été directement lié à P53. Quand on transfecte P53 dans une cellule, bien souvent, on va obtenir directement de l'apoptose. Et puis, au fur et à mesure des années, d'autres phénotypes plus subtils sont apparus. Un autre qui a été trouvé très vite, c'est l'arrêt du cycle cellulaire, blocage de la prolifération, arrêt du cycle cellulaire en G1 ou en G2. Et puis, ensuite, on a découvert la sénescence, c'est-à-dire un arrêt de cycle définitif qui correspond en fait à un vieillissement cellulaire, l'angiogénèse, l'autophagie qui est à mettre en relation avec les stress métaboliques, la réparation de l'ADN, et puis quelque chose qui est extrêmement étudié en ce moment, qui est vraiment le cutting edge de la science sur P53 en ce moment, c'est le rôle sur le métabolisme. Eh bien, c'est le métabolisme qui, depuis quelques années, a fait un grand retour, et on pense effectivement que les fonctions métaboliques de P53, qui étaient connues depuis 25 ans, mais qui avaient été un peu mises sur le côté, parce que pendant longtemps, le métabolisme n'a intéressé personne, eh bien que peut-être que ces fonctions sur le métabolisme sont essentielles pour la protection contre les tumeurs. Également, un phénomène qu'on appelle l'autophagie, qui est finalement l'autodigestion de la cellule en réponse au jeûne, qui va probablement aussi permettre de digérer, de détruire des organelles déficientes. Donc voilà, donc après, si vous voulez qu'on ait considéré que sur ce schéma que les deux effets logiques pour le contrôle des tumeurs, c'était le contrôle du cycle cellulaire et le contrôle d'apoptose, et bien maintenant, on se dirige beaucoup plus vers le contrôle du métabolisme, vers le contrôle de l'autophagie, à travers donc le contrôle du stress oxydant. Moi, j'aimais, quand j'étais avec un jeune étudiant, poser une question que je trouvais vacharde, mais au fond extrêmement symbolique, c'est qu'est-ce que le cancer ? Et suivait habituellement une définition de prolifération anormale de cellules pas franchement normales et qui ne répondait plus à l'homéostasie cellulaire. Enfin, des trucs qui n'avaient pas de sens. Et au fond, de quoi parle-t-on si on veut guérir le cancer? La première question, la première butée sur laquelle on était, c'était de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on a en face de soi? Qu'est-ce que la maladie? Et ça va être le propos de cette conférence, d'expliquer, j'espère en termes clairs et compréhensibles par tout un chacun, que le cancer n'est que l'effet Warburg, lui-même une conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, vous voyez bien que la définition du cancer a varié. Des notions aussi simples que les métastases sont des notions qui n'apparaissent dans la littérature scientifique que dans les années 1820-1830. Avant, on ne sait pas que le cancer peut métastaser, d'où on confond ça avec des maladies infectieuses. Puis vous avez les hypothèses d'Otto Warburg, on reviendra dessus, dans les années 1920. Et son erreur ou pas a été de ne pas quitter l'Allemagne. Et en 1945, quand les soviétiques arrivent et le trouvent à Berlin, il sort de son abri en disant « Ich bin der Professor Warburg ». Je suis le professeur Warburg. Évidemment, les soviétiques... peu importe, mais il ne partira pas aux États-Unis, c'est-à-dire que ces théories sur
le métabolisme ne vont pas devenir monnaie courante comme ce que les physiciens allemands ont disséminé aux États-Unis, et ainsi de suite. Après, le cancer va être perçu comme une maladie génétique, vous le savez tous, et puis il y a eu une hypothèse derrière l'autre, et peu importe les hypothèses. Alors, je vais venir à la première partie de l'exposé, c'est le cancer, c'est l'effet Warburg. Alors, ce que nous, on a vu depuis les années 80-90, c'est quand on fait un examen en injectant du sucre radioactif, comme chez ce malade, vous voyez bien que le sucre radioactif est injecté au pli du coude, et vous voyez que les ganglions, là, c'est pas besoin d'être grand médecin pour voir que les ganglions captent le glucose, et vous voyez dans le cou et dans le médiastin des ganglions qui sont tumoraux. Et les cellules tumorales vont capter entre 3 à 20 fois plus de sucre que les cellules normales. Et ça a permis de faire sortir de l'oubli les travaux de Warburg. Et Warburg en 1920, donc une partie des travaux ont même été faits avant la guerre de 14. Il savait récupérer un bout de tumeur et il avait remarqué que les tumeurs captaient beaucoup de sucre que les tumeurs ne pouvaient pas brûler et en faisaient de l'acide lactique. Ce qu'en d'autres termes, c'est-à-dire en termes non médicaux, on appellerait une fermentation. Et vous avez d'autres modes de fermentation que vous connaissez. La fermentation éthylique, hein, captation du sucre, et le déchet n'est pas de l'acide lactique, mais de l'éthanol. Il y a de nouveaux phénomènes sectaires. Et hier matin, notre confrère Le Parisien donnait l'exemple d'un homme, un thérapeute, qui, sans diplôme médical, qui sur YouTube fait un malheur avec ses vidéos. Il sous-entend qu'un régime cru à base de fruits, de légumes et de jus frais peut guérir le cancer ou l'autisme. Il qualifie les chimiothérapies de mort au ras et appelle à remplacer les médicaments par le crudivorisme, se nourrir exclusivement d'aliments crus. Phénomène sectaire, dites-moi Catherine Picard. Écoutez, je pense que c'est l'illustration même de la tendance actuelle. Il faut rappeler que le phénomène sectaire aujourd'hui est composé pour 40% d'intervenants dans le domaine de la santé. Alors vous avez pudiquement évincé le mot de charlatan, mais je crois qu'on peut prononcer Il s'appelle Thierry Casasnovas, ou je ne sais pas comment. Oui, c'est un charlatan. On le voit à l'antenne d'ailleurs. C'est un charlatan. C'est un charlatan, donc en effet, ce sont des gens relativement imbus de pouvoir, et que l'argent ne désintéresse pas, qui surfent sur toutes les modes. Les peurs, qui mettent en avant des contre-propositions à la médecine, parce que toute la médecine, évidemment, est achetée aux orties. La science, n'en parlons pas en général. Donc, on vante la pureté, le naturel et une opposition systématiquement aux médicaments, et le tout teinté avec un peu de complotisme sur l'action des laboratoires, etc., etc. Donc, ces gens confortent des croyances, mais il faut voir qu'ils confortent des croyances pour des personnes qui, en grande partie, sont déjà vulnérables de par l'action ou de maladie. Ça veut dire, Catherine Picard, que l'alimentation est au cœur de ces nouveaux phénomènes sectaires. L'alimentation a toujours été au cœur des mouvements. Oui. Parce que c'est un moyen d'exercer, si vous voulez, d'exercer une forme de puissance, d'affaiblir pour dominer. Hein. Affaiblir pour dominer, oui. Affaiblir pour dominer, se jouer encore une fois de la vulnérabilité, et on a vu il y a quelques années se développer des mouvements qui promettaient aux parents de guérir la boulimie, l'anorexie, et aujourd'hui avec le déversement de nouvelles tendances, là, vegan, végétalisme, etc. Quand je dis qu'on surfe sur les modes, les mouvements sectaires sont très très réactifs, puisqu'il faut qu'ils jouent sur l'appétence du public à l'actualité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a moins de gourous. Les gourous utilisent... c'est différent. Hein. Les nouveaux gourous ne ressemblent pas aux anciens, quoi, si j'ai bien compris. Alors, je dirais que les gourous sont toujours des gourous. C'est exponentiel en ce moment. Mais cette branche santé
et la branche qui se développe parce que, encore une fois, le phénomène sectaire, il évolue en même temps que la société. Et nous avons aujourd'hui des gourous qui ont 35 ans. Hein, donc il faut bien voir qu'ils vivent avec la pensée et la culture de gens de 35 ans dans une société qui est une société très réactive et voire en réaction à ce qui est médical, scientifique, qui se nourrit de complots et qui, pour les plus vulnérables, malheureusement, cherche des solutions que la science ne peut pas et la médecine ne peuvent pas toujours apporter. Les gens qui sont en cancer en phase terminale et qui souffrent de leur chimiothérapie, on ne peut pas leur reprocher de chercher autre chose. Mais on peut reprocher à des charlatans de leur promettre des miracles et de leur promettre la guérison. Oui, alors qu'elle n'arrivera pas. La Miviludes va disparaître, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Vous le regrettez, je crois, hein? Ah, bah écoutez, elle va se fondre. Elle va se fondre dans les services du Premier ministre, à Matignon. Quand on dit se fondre, vous voyez l'image. Donc, elle va se fondre au ministère de l'Intérieur. Ce que je déplore, c'est la perte de l'interministérialité et la forme d'indépendance de l'action que ça représentait. Cette décision met à mal 20 ans de travail, de construction de partenariats avec l'Agence pour le cancer, avec les ARS, avec la formation professionnelle au ministère du Travail, etc., et les partenaires associatifs qui n'auront plus, à mon sens, le même rapport, si vous voulez, avec le ministère de l'Intérieur. Ce qui ne veut pas dire que nous ne travaillions pas auparavant avec tous les services de renseignement. Ça n'est pas la question. Il y a toujours eu une écoute, un travail remarquable, mais ce que je déplore, c'est l'interministérialité qui va disparaître. Mais n'est-ce pas de votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Bah, vous voulez dire franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on n'est point en peine de tout ce qui pourrait arriver. Ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que lorsqu'ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Ben, vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux de guérir, s'ils peuvent. Il est vrai, on n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes. J'ai pensé, si c'était à refaire, si mon cancer revenait, si mon cancer n'avait pas entièrement disparu, quelle serait la première chose à faire? Et après réflexion, et après avoir vu, après avoir parlé, après avoir cherché, vu d'autres personnes, eh ben, je me suis rendu compte que je pense pas, hormis le mental bien sûr, le jeûne est la chose la plus importante. Car en fait, il existe dans le cytoplasme, dans le cytosol cellulaire, un système qui commence à être véritablement bien connu maintenant, qui a été surtout défini initialement chez la levure, chez Saccharomyces, qui est le système de l'autophagie, qui est en fait un système qui est induit en conditions de stress, puisque quand une cellule est stressée, soit qu'elle manque de nutriments, soit qu'elle est dans des conditions de stress anaérobique, de stress acide ou autre, elle va bien entendu avoir des perturbations dans ses pathways d'expression de protéines, on va avoir des agrégats moléculaires, les mitochondries vont souffrir. Donc il y a deux solutions. Soit la cellule n'assume pas ces modifications brutales et elle meurt, de nécrose ou d'apoptose, soit elle est capable de générer un système qui va permettre d'épurer ces structures, ces organites, ces agrégats disons impurs, qui ne sont pas partie de la physiologie cellulaire, et s'assurer une meilleure santé.
si par hasard les conditions environnementales s'améliorent. Donc il y a un problème de survie dans une période donnée. Et tout ça est manipulé, contrôlé par un système centralisé sur une pathway qui s'appelle TOR et par une voie d'autophagie qui ressemble beaucoup d'ailleurs au pathway d'ubiquitination des molécules et qui va permettre finalement de recruter un certain nombre de molécules qui vont à la fois marquer les composants cellulaires anormaux et recruter, c'est ce qu'on appelle le séquestosome, des membranes ou des doubles membranes qui vont embrasser ces structures anormales, ces mitochondries mourantes par exemple ici, et les fusionner avec des lysosomes et assurer une fusion phagolysosomale classique telle qu'on la connaît ou telle que je vous l'ai montrée antérieurement. Et hier, il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle qu'il est arrivé à forcer la porte de mes 2 oncologues, à savoir mon urologue et mon oncologue. Alors, les 2 ont été extrêmement sympathiques, me dit-il. Ils avaient pris connaissance de mes résultats et ils étaient contents. Alors, la première chose que mon fils m'a annoncé, c'est confirmation de disparition totale de métastases. Je n'ai plus de métastases, ce qui veut bien dire n'ayant plus de métastases quand dans tous les cas de figure, je n'ai plus de cancer phase 4. À la question que mon fils a posée, à savoir, mais alors, c'est quoi comme cancer? La réponse a été, j'irais dire, un peu difficile à sortir, puisque tous les 2 disent, écoutez, a priori, un scanner comme ça, nous ne détectons pas de cancer. Donc en fait, c'est un cycle qui est présent et qui peut être influencé par les nutriments, par les vitamines B6 par exemple, B9 et B12, et par les folates. Et donc ce que nous mangeons semble être important. Et ici, je vous montre quelques exemples. Donc je ne vous dis pas qu'il faut aller manger plus ou moins de ces choses-là, il faut manger équilibré. Mais par exemple, effectivement, les folates, vous savez tous, c'est des légumes, les fruits, etc. Et puis les vitamines, la viande, les noix, etc. Donc on sait que, comme vous voyez ici, la méthylation de l'ADN est influencée par différents composants, les modifications des histones par d'autres. Et donc la question, c'est qu'effectivement à quel point on peut justement influencer notre épigénome en mangeant d'une certaine manière ou pas. Et peut-être la question le plus d'actualité, à quel point on peut influencer le développement de l'organisme et avoir un impact à la suite sur son état de santé. Alors, je voulais juste vous montrer un exemple très récent, qui vient d'une revue très récente, du type de changement. Donc, dans des situations de restriction calorique importante ou d'exercice important, là, on produit, dans les mitochondries, on passe à une production de ce qu'on appelle les ketone bodies, qui sont, justement, c'est la bêta-hydroxybutyrate qui est produit dans le foie, dans les hépatocytes, et qui est produit que quand les niveaux de glucose baissent, par exemple, pendant les périodes de carême, enfin, voilà, quand on ne mange pas, c'est ça. Et donc, cette production de ces ketone bodies, qui sont produits par le foie, ensuite rentrent dans la circulation. Il y a certains types de tissus, par exemple notre cerveau et les neurones, qui sont très très avides de ces entités parce que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir une source de charbon pour produire l'ATP. Comme vous le savez, je pense que je l'avais dit, nos neurones, par exemple, ont une activité métabolique énorme, donc besoin de beaucoup d'énergie. Donc ces ketone bodies sont largués et donc très très rapidement absorbés par certains tissus comme les neurones.
c'est important parce qu'effectivement, il a été montré que la restriction calorique, l'exercice qui rend un niveau élevé de ce type de ketone body, donc une augmentation par 1000 dans ces conditions, et donc les régimes qu'on appelle kétogéniques, enfin je pense que ça veut dire qu'on ne mange pas, si j'ai bien compris, mais bon, donc ces régimes ont un effet de protection très important sur la survie des neurones, et ça a été montré il y a dizaines d'années qu'effectivement dans les modèles murins d'Alzheimer et de Parkinson, il y a une protection effectivement neuronale grâce à ce type de production.